Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu Fire in the Lake publié par GMT Games en 2014. Dans cette vidéo, on va voir ce que le jeu appelle les Pivotal Events, les événements pivots. J'en ai parlé, je pense, dans la vidéo d'introduction. C'est nouveau à partir de Fire in the Lake. C'est de plus en plus commun dans les coins qui suivent. Euh, Pivotal Events, c'est un événement qui est absolument fou raide, qui n'est pas dans le deck, que chaque joueur a devant lui, qui a des prérequis quand même avant d'être joué. Vous ne pouvez pas le jouer n'importe quand. Puis qui ajoute pour moi euh, une prise de décision intéressante dans les coins. Normalement, dans les coins, on se laisse bercer par le deck. Puis là, les cartes sont révélées. Puis mener un coup. Puis là, on fait les affaires. Puis là, d'autres cartes sont révélées. Puis je suis éligible, je ne suis pas éligible. Puis tout ça. Je suis en dernier, encore une fois, sur cette carte-là. Là, maintenant, vous allez voir que les événements pivots vont rajouter un petit peu de piment à ça. Puis ils vont venir là, agrémenter vos games là, avec une décision particulièrement cruciale à prendre en milieu/fin de game. Fait que d'abord, puis évidemment, je pogne un petit coup en partant, là. Mais, OK. Pour être capable de jouer son événement pivot, il y a pas moins de quatre conditions à respecter. D'abord, vous devez être éligible sur la carte actuelle. Vous ne pouvez pas jouer votre événement pivot si vous n'êtes pas éligible. Vous devez être éligible sur la carte actuelle, peu importe. Vous devez être éligible sur la carte actuelle, peu importe où est-ce que vous êtes là, sur l'éligibilité de la carte, là. Fait que dans ce cas-là, ici, là, si le NVA est éligible, même si le NVA est dernier sur la carte, puis même si le US est éligible, puis le Viet Cong est éligible, puis qu'ils sont en avant de lui sur la carte, c'est pas grave. Le NVA est éligible sur cette carte-là, donc une condition sur quatre de rencontrer pour jouer leur Pivotal Event. Deuxième condition, vous ne pouvez pas faire ça juste avant un coup. Alors, si on est dans le Monsoon, si le coup est la prochaine carte, oubliez ça, vous ne pouvez pas faire ça. Troisième condition, c'est pas tant une condition qu'une étiquette de jeu quasiment, là, mais vous devez vous brancher avant que la première faction éligible ait fait de quoi. Fait que si je reviens à mon exemple de tantôt, le NVA est éligible, mais le US aussi, puis le US est premier sur la carte. Puis là, le US check son affaire, puis là, le US dit, bon, ben, ouais, je pense à mon affaire, là, puis je vais faire un airstrike, puis tout le kit ici, là, puis après ça, je vais faire un. Là, vous pouvez pas dire, oh, time out, là, je savais pas que tu voulais me faire un airstrike, fait que je vais jouer mon Pivotal Event. Vous devez vous brancher avant que la première faction éligible ait fait quoi que ce soit. Fait que comme je dis, rendu là, c'est pas tant une condition que de l'étiquette de jeu. Quand les prérequis sont en place pour une ou plusieurs cartes pivot, il est de bon ton de demander à la personne est-ce que tu veux jouer ta carte pivot par-dessus ça, oui ou non. Sinon, tais-toi à jamais, puis si oui, il fallait qu'on en finisse. Et finalement, il y a une dernière condition qui, elle, est imprimée directement sur la carte même. Alors, ces quatre conditions-là doivent être en jeu. Si c'est le cas, ben, le joueur qui décide de jouer sa carte pivot va carrément la prendre et va venir la colisser par-dessus cette carte-là. Ça, c'est du jamais vu à date dans les coins. Alors là, cette carte-là est complètement là, bypassée, va tomber dans l'oubli historique, parce que là, il y a une carte pivot qui s'en vient par-dessus ça. Et là, on ne fait plus la carte qui est là, dans ce cas-là, LRRP. Là. On ne fait plus ça, on fait la carte pivot que le joueur vient de mettre dessus. Et évidemment, le joueur va faire la portion événement de sa carte pivot. Il ne peut pas crisser sa carte pivot et dire je vais faire des opérations avec une des special activities. Il vient de mettre sa carte pivot, il va faire l'événement. Habituellement, il est bien content parce que l'événement est fort en crise. Là. Et après ça, la vie suit son cours. Fait que si le joueur NVA, pour poursuivre sur mon exemple, vient crisser sa carte pivot, ben, l'ordre d'éligibilité des factions a changé là, par rapport à la carte qui est là, là. Fait que là, en deuxième lieu, ce serait le joueur du Viet Cong. Est-ce que tu. Puis là, le joueur, évidemment, du NVA est considéré comme ayant joué l'événement sur la carte. Donc, le deuxième joueur éligible pourra faire opération et Special Activities, le Viet Cong, possiblement dans cet exemple-là, s'il est éligible. Et la dernière twist, avant qu'on regarde les trucs particuliers à chaque faction, c'est que euh, certaines factions peuvent, j'ai ça utiliser ce mot-là depuis un certain président, là, mais peuvent tromper les autres factions. OK? Fait
Par exemple, les Viet Cong peuvent jouer leur Pivotal Events par-dessus n'importe quel autre Pivotal Events. Encore là, sujet aux 4 conditions que j'ai parlé. Fait que, par exemple, je reviens à mon cas ici. Vous rappelez-vous, le NVA est éligible, le US est éligible, le Viet Cong est éligible. Le NVA est le premier à parler et dit: Ah, Chris, joue ma Pivotal Event ici. Le Viet Cong pourrait décider: Je joue ma Pivotal Event par-dessus la tienne. Et à ce moment-là, le NVA récupère au moins son événement. Mais là, c'est la carte du Viet Cong qui est là, puis c'est la carte du Viet Cong qu'on va faire. Et ça, il y a un ordre strict. Le Viet Cong ne peut pas être trompé par personne. Le US ne peut pas tromper personne. Alors, le US, si. Ouais, pas sûr. Si je joue ma Pivotal Event, bon, ben, si quelqu'un décide de la jouer, le US après peut pas changer d'idée. Le US peut pas tromper personne. Le NVA ne peut tromper que le US. Et le ARVN peut tromper NVA et US. Puis c'est résumé quand même sur les cartes. Là. Je vais vous montrer la carte du Viet Cong, mais regardez en bas, là, en bas à droite complètement. Là. Vous avez un petit rappel. D'abord, pas le droit de faire ça s'il y a un coup comme prochaine carte. Puis ensuite, c'est écrit May Trump, Pivotal, ARVN, NVA et US. L'ARVN lui peut tromper NVA et US. Le NVA peut tromper seulement le US. Et le US, la mention est même pas là. Parce que le US ne peut pas tromper personne. Fait que là, vous connaissez la mécanique, comment est-ce qu'on fait pour la jouer, puis là, vous comprenez que la décision vous revient. Quel est le meilleur timing selon vous de jouer cet événement-là en fonction du texte de l'événement, de votre situation dans le jeu, d'à quel point vous pensez que le prochain coup s'en vient, puis que l'événement, des fois, peut être suffisant pour vous permettre de gagner, là. Fait que tout est une question de timing, mais là, je trouve que ça l'ajoute. Il y en a des décisions qu'on prend dans les coins. Tu sais, quand on fait opération puis special activities, on a 100 000 décisions à prendre. Mais ça, c'est des décisions que j'appelle peut-être plus opérationnelles, de jouer sa carte pivot. Son événement pivot, ça, c'est vraiment une décision quasiment plus stratégique. De dire, OK, là, fuck cet événement-là. Là. Puis il y a toutes sortes de raisons de le jouer. Vous avez un hostie d'événement, mais vraiment atroce pour vous autres, puis vous êtes dernier sur la carte malgré le fait que vous êtes éligible, ben, la meilleure façon de défuser l'événement, c'est de colisser votre carte pivot par-dessus, puis de dire no way, personne ne va jouer cette crise d'événement-là. Ou vous êtes dans une situation difficile où est-ce que là vous dites oh my god, là, si ça reste comme ça, je sais pas, je suis le US, le NVA peut me rentrer dedans, puis tout le kit, encore là, vous pouvez venir contourner ça au moins pour une fois avec votre carte pivot. Toutes les cartes pivots, sans exception, je parle de milieu et de fin de game depuis tout à l'heure, c'est parce que toutes les cartes pivots, sans exception, ont dans leur prérequis, puis ça c'est la même chose pour les 4, qu'il y ait au moins 2 cartes ou plus dans ce que le jeu appelle là, la boîte du leader du Vietnam. Et ça ici, là, notre ami Duong Van Minh, ce n'est pas une carte, sa face est imprimée sur le board, alors ce n'est pas une carte. Alors, dans les faits, ce que le jeu essaye de vous dire, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 cartes de coup qui aient été jouées avant que quiconque puisse jouer sa carte pivot. Fait que vous ne jouerez pas votre carte pivot au premier tour de la game, c'est impossible. C'est pour ça que je disais milieu, fin de game. Il faut qu'il y ait au moins 2 coups qui aient été sortis. Là. Même les cartes, ça c'en est une vraie carte de coup, là, où c'est une autre personne qui prend le pouvoir, puis c'est cette personne-là à l'avenir qui va venir remplacer là, notre copain qui est là. Mais même les cartes que j'ai montrées, je pense, dans le premier vidéo, là, qui appelle Failed Attempt, là, c'est comme un coup, mais qui a chié, qui n'a pas marché. Fait que c'est la même personne normalement qui reste au pouvoir. Même ces cartes de Failed Attempt-là, le jeu vous dit de les mettre face down en dessous de la pile de leader. Donc ça compte comme une carte dans le leader box ici. Là. Fait que c'est vraiment dès qu'il y a 2 coups qui ont été joués, peu importe le texte sur ces cartes de coups-là, c'est bon, les joueurs peuvent commencer à jouer leur événement pivot. Là. Puis, parenthèse, mais si vous pognez un fail d'attempt comme toute première carte de coup, c'est ce bonhomme-là qui est là, exceptionnellement, la carte de... En fait, vous continuez de faire ce que le jeu vous dit de faire, vous venez mettre la carte de fail d'attempt à l'endos en dessous de la pile ici de leader, mais étant donné qu'il n'y a pas de pile ici, vous venez quand même colisser votre carte de fail attempt face down ici, puis ça va venir couvrir du Hong Van Min, ça veut dire que son habilité spéciale n'est plus en jeu à ce moment-là. Mais si j'avais Nguyen Van Tu qui est au pouvoir, puis je pogne une carte de fail attempt, physiquement à ce moment-là, je viens colisser la carte de fail attempt en dessous de Nguyen Van Tu. Dans les faits, ils ont essayé de faire un coup, ça l'a chié,
puis il demeure au pouvoir, mais ça compterait comme une deuxième carte leader dans ce box-là, puis ça permettrait aux différents camps de jouer leurs événements pivots. Le US, sa deuxième condition, en fait, sa win condition, qui est support plus available, doit être plus grand que 40. Alors, il faut que ce marker-là, le support et available, soit à 41 ou plus. Alors, il faut que ça aille, entre guillemets, bien pour l'Américain au Vietnam. On peut le voir comme ça. Et là, c'est Linebacker 2. Alors, c'est la guerre aérienne sans restriction. Là, ciboire, là, c'est bonjour les dommages au NVA. Alors, le joueur du NVA enlève 2 de ses bases à son choix. Il perd la moitié de ses ressources. Il réduit ses ressources à la moitié, round down. Il est inéligible jusqu'à la fin de la prochaine carte. Ça veut dire que même si le joueur du NVA était éligible sur la carte de pivotal de l'Américain, il ne pourra pas jouer. Il ne peut pas jouer à la prochaine carte non plus. Donc, on a déjà vu ça sur d'autres cartes de coin. Là. Le joueur de NVA est en pénitence dans le coin pendant 2 cartes. Et la seule affaire qui n'est pas anti-NVA, mais qui est très pro-US, c'est que vous prenez 3 casualties américaines et vous les amenez dans Available. Et ça, je répète, ça vient normalement, là, si vous avez au moins 3 casualties américaines, base ou troupes, là, ça va venir gonfler votre win condition de 3. Parce que si vous prenez 3, donc là, vous avez une troupe ici, puis une base ici, là, puis vous décidez de ramener ça à Available, n'ajustez pas votre appareil ici, là, mais ça fait monter ma win condition. Là, c'est des soldats qui reviennent à la maison, qui étaient en plus morts, ou en tout cas, là, qui auraient été des pertes. Là. Vous ramenez ça à Available. Fait que c'est fort en tabarnak, mais bienvenue dans le c'est fort en tabarnak. Marco vous l'avait dit, là, c'est des pivotal events. Alors le NVA, c'est le Easter Offensive. Pour ça, il doit y avoir plus de troupes du NVA que de troupes américaines sur la map, ce qui est vraiment pas un problème, là, rendu en milieu de game. Là, il y a beaucoup plus de troupes, de troupes du NVA que de troupes américaines de toute façon. Là. Le NVA peut mettre jusqu'à 40 troupes sur le board. Là, puis quand le NVA commence à se reproduire, là, puis à mettre des troupes sur le jeu, là, c'est pas rare là, qu'on se retrouve avec aucune troupe disponible puis les 40 troupes sur le board. Fait que ça, c'est vraiment pas un problème. Alors, c'est l'invasion carrément. Alors, le NVA peut marcher gratuitement. Puis là, rappelez-vous, là, avec la trail, là, dans la vidéo du NVA, là, il peut même marcher plus qu'une case, en tout cas, dépendamment de la valeur de la trail, puis est-tu au Laos ou au Cambodge. Ensuite, les troupes du NVA qui sont sur des locks, après avoir marché, là, les troupes du NVA qui sont sur des locks où ne se trouve aucune pièce du US ou de l'ARVN peuvent bouger d'une autre space. Dans les faits, ils peuvent aller presque partout au Vietnam. Et ensuite, toutes les troupes du NVA attaquent gratuitement. Ça coûte pas une scène, ça. Le March coûte pas une scène, le Attack coûte pas une scène, puis on vient bonifier en plus leur déplacement. Là. Fait que, si vous avez, par exemple, des troupes qui sont ici, qui s'en viennent sur cette lock-là, si jamais cette lock-là n'a pas de US ou d'ARVN, ensuite, ils peuvent bouger d'une space. Ben, cette lock-là, à cause qu'elle se termine par la ville qui est ici, elle est considérée adjacente à Can Hoa. Fait que les troupes du NVA peuvent se ramasser jusqu'ici. Là. À peu près les seuls endroits qui sont hors de portée, là, c'est des villes côtières, je vous dirais. Là. Le reste peut quasiment tout se faire ramasser, sauf exception, là, mais ça donne énormément, énormément de portée au NVA, puis ça fait mal en tabarnak quand ça sort. RVN, là, c'est que là, on commence à se prendre en main, c'est la vietnamisation qu'on a appelée. Faut qu'il y ait moins de 20 troupes américaines sur la map. Ça peut arriver des fois dans des games où l'Américain est très impliqué, où la RVN n'a jamais l'opportunité de jouer sa carte pivot, c'est pas sous son contrôle à lui. Tu sais, le NVA, s'il finit par avoir assez de troupes sur le board, il va pouvoir le faire. Le US, s'il réussit, fait moindrement attention à sa victory condition, il va pouvoir le faire. Mais la RVN est un peu tributaire de l'implication de l'Américain. Alors, plus 12 ressources ARVN, plus 12 de aid. Toutes les pièces ARVN qui sont out of play, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, là. Un hostie de paquet de troupes, 12, je pense, 10, 12, 10. 10 troupes, 2 bases, puis 3 rangers. Ça s'en vient tout dans le available. Et vous placez 4 cubes ARVN n'importe où. Ça peut être des troupes ou de la police.
Puis peut-être la plus intrigante, celle des Viet Cong, l'offensive du Tet. Alors, il doit y avoir plus de 20 guérillas Viet Cong dans le sud du Vietnam. C'est pas un problème. Si dès le début de la game, vous en avez, je sais pas comment, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si vous en avez 16 au début de la game, puis vous en avez 14 en stock, là. Fait que c'est vraiment, vraiment pas un problème. Sauf que celle-là c'est moins clair que c'est full à votre avantage, là, vous allez comprendre. Fait que vous faites d'abord de la terreur gratuite avec une guérilla VC underground dans chaque space, que vous le vouliez ou non. Fait que dans ce cas-là, je viendrai en faire ici. Même s'ils sont déjà en opposition active, je serais obligé d'activer une guérilla puis de venir colisser un marqueur de terreur, même si ça crisse absolument rien par rapport à l'opposition. Ça, c'est une des premières affaires un petit peu fatigantes avec la Pivotal Events des Viet Cong. Vous placez 6 pièces de VC dans n'importe quelle ville. Ça peut être base ou guérilla. Ça, c'est intéressant, pas mal. Et là où on rigole, c'est que les guérillas Viet Cong et NVA se combinent pour attaquer partout où il y a des ennemis. Et ça aussi, qu'on le veuille ou non. Et l'attaque comme telle est gratuite dans le sens où elle ne coûte pas de ressources. Par contre, c'est une attaque en ce sens où vous devez activer toutes les fucking guérillas dans les endroits où vous attaquez. On rappelle la procédure d'attaque, là, c'est vous activez toutes les guérillas, puis ensuite vous devez rouler un dé. Mais là, dans les spaces où se trouvent à la fois des guérillas du VC puis des guérillas du NVA, sans que le NVA ait son hostie de mot à dire, tout le monde participe à la fête et tout le monde s'active. Fait que dans ce cas-là, on roule un dé, puis on pogne 4, et si on pogne 4 ou moins, ça fonctionne. Alors les deux guérillas, les deux familles de guérillas se combinent. Même s'il y a une space avec seulement deux guérillas du NVA, c'est pas une space qui fait plus de sens, là. Alors même ici, il y a une attaque. Même ici, il y a une attaque. Fait que ces guérillas-là, que le NVA le veulent ou non, s'activent puis font une attaque, même si c'est un peu hopeless parce qu'il faut brasser deux ou moins. Euh, S'activent puis ils font une attaque. Puis quand même, vous devez, quand c'est écrit Remove VC First, c'est-à-dire que si vous bâchez des troupes ou des bases américaines, normalement, là, vous devez enlever une guérilla pour chaque troupe ou chaque base américaine qui est tuée dans une attaque. Ben là, vous pouvez pas être snoro puis dire ah ben tiens, mettons qu'ici là, on a mangé deux hits parce qu'on a dégommé deux troupes américaines. Ben vous êtes obligé d'enlever les deux guérillas du VC en priorité. Vous pouvez pas vous cacher ou vous protéger par les guérillas du NVA. Vous devez enlever celle du VC en priorité. Fait que comme je dis, elle est intrigante celle-là en crise parce que des fois, ça vous tente pas tout le temps. D'attaquer souvent pour le VC, c'est pas sa game, c'est plus subtil. Va faire de la terreur, est intéressé par le nombre de bases sa map, puis l'opposition, on s'en calisse jusqu'à un certain point de maganer l'Américain ou de maganer le gouvernement. Ce qui fait que des fois, l'offensive du tête, elle reste à la table, même si les prérequis sont rencontrés. Parce qu'on regarde ça, là, puis on se dit, ouais, elle me tente pas nécessairement de tout activer mes hosties de guérilla, puis de faire une espèce d'attaque suicide banzai. Parce qu'après ça, là, sur la même carte, des fois, si l'Américain ou le RVN est éligible, ils vont faire une opération puis une special activities, puis ils vont en ramasser en calice la guérilla, là, parce que là, à peu près toutes vos guérillas sur le board sont activées, là. Ils sont activés soit pour faire de la terror ou ils sont activés pour attaquer. Tu sais, à la limite, les seuls qui ne seraient pas activés, ça c'est un bon exemple. J'ai pas eu le choix d'en activer une pour mettre un marqueur de terreur qui calisse rien puis qui change rien à l'opposition de la space. Mais celle-là ne sera pas activée parce qu'il n'y a pas d'ennemis dans cette space-là. Fait qu'elle, elle fait pas le free attack. Mais vos guérillas VC là, qui cohabitent avec l'ennemi là, sont toutes activées, même si souvent les chances de faire du dommage sont faibles, surtout aux endroits où vous avez une, deux, trois guérillas. Les chances sont un petit peu plus faibles de faire du dommage. Alors voilà, comme je dis, ça ajoute un peu de piquant à ce coin-là. Voilà qui conclut le quatrième coin de la série. Next Up, je sais même pas par cœur, là, c'est du Colonial Twilight qui est sorti ou c'est Liberty or Death, je pense, c'est un de ces deux-là. Mais en tout cas, on verra. On va toutes les faire éventuellement, là.
Mais pour l'instant, la playlist de Fire in the Lake, je la déclare officiellement terminée. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres vidéos de playlists semblables sur la chaîne. À plus!